La forêt restait enveloppée dans le silence de la nuit, sombre et mystérieuse, seulement éclairée par la lueur de la lune, ce qui la rendait encore plus sinistre. Pas un animal, pas un oiseau, personne n'osait s'aventurer par ici à cette heure. Rien ne troublait le silence solennel de cette majestueuse forêt, si ce n'était une brise estivale légère qui agitait les feuilles. Mais ce murmure ne brisait pas la quiétude, il la rendait au contraire plus lugubre encore. C'était comme si quelqu'un chuchotait, comme si les arbres se parlaient entre eux, ou pire encore, comme si les ombres elles-mêmes murmuraient, échangeant sur les événements qui se déroulaient en ces lieux. Depuis plus de 3 mois, un mal terrible avait pris racine dans la forêt. Un monstre qui terrorisait les villages alentours, semant la peur dans le cœur des habitants. Ni les créatures de la forêt, ni les villageois ne pouvaient dormir en paix tant que la bête rôdait à proximité. Le silence fut soudain brisé par le bruit distinct de pas résonnant entre les arbres. Sur le sentier avançaient 6 hommes armés. 2 d'entre eux portaient des arbalètes, 3 autres des épées et des torches. Et celui qui marchait en tête, clairement différent des autres, portait lui aussi une torche ainsi qu'une hache à double tranchant accrochée à sa ceinture. Le groupe était vêtu d'armure de cuir sans casque. Seul leur chef portait un casque de cuir renforcé d'un maillage métallique. Son armure était également renforcée par des plaques métalliques, non pas de la maille, mais de véritables plaques rigides. Les hommes étaient sur le qui-vive, la lumière des torches déchirant l'obscurité et projetant de nouvelles ombres étranges. Qu'étaient donc venus chercher ces hommes dans cette forêt sinistre à une heure aussi tardive? Quelle mission les guidait en cet endroit maudit? « Sircante, es-tu sûr de ce que nous faisons ?» demanda l'un des épéistes, brisant le silence en s'adressant au chef. « Oui, Rix, et tu savais exactement pourquoi tu étais ici, alors ferme-la et ne me distrais pas. Nous sommes là pour le trouver, et cette nuit, il doit mourir. » répondit Sircante d'une voix ferme et déterminée. « Mais tu as entendu ce qu'il a fait lors de la dernière pleine lune. Les villageois de là-bas n'osent plus faire le moindre bruit après le carnage qu'il y a semé, » insista Rix, toujours inquiet. « Rix, qu'est-ce que je viens de dire ?» lança le commandant, visiblement irrité, bien qu'il s'efforçât de ne pas trop le montrer. Sircant comprenait l'inquiétude de ses compagnons. Il savait que ce lycanthrope inspirait la terreur à tous, mais pas au point de perdre leur sang-froid. Rix se tut enfin, et le groupe reprit sa progression dans un silence absolu. Quelques minutes plus tard, Sircante leva brusquement la main pour signaler l'arrêt. « Il est proche », déclara-t-il. Comme pour confirmer ses paroles, un hurlement déchira la nuit. Le lycanthrope les avait repérés. Il avait senti l'odeur des intrus dans son territoire et se préparait à attaquer. Les hommes se mirent immédiatement en garde, adoptant des positions de combat. Puis, sans un bruit, la créature surgit des fourrés. Le lycanthrope était une abomination mi-homme, mi-loup. Son museau allongé, ses crocs dévoilés et ses oreilles dressées étaient recouverts d'un pelage épais, mais ses yeux, eux, étaient humains. Son corps, voûté, massif, était intégralement recouvert d'une fourrure grise, évoquant vaguement la silhouette d'un homme. Ses membres, bien que semblables à ceux des humains, se terminaient par d'effrayantes griffes d'une vingtaine de centimètres de long. Et contrairement aux loups ordinaires, il n'avait pas de queue. Lorsque la créature atterrit sur le sentier, elle fixa les hommes, les jaugeant du regard. Mais on ne lui laissa pas le temps d'agir. Sur ordre du commandant, les arbalétriers décochèrent à leur carreau. Le lycanthrope, sentant le danger, tenta d'esquiver, et en partie il y parvint. Le premier carreau se ficha profondément dans son épaule gauche, tandis que le second ne fit que l'érafler sur le flanc. Pourtant, comme insensible à la douleur, la bête émit un grondement menaçant et se jeta à l'attaque. Son premier assaut fut dirigé contre Sircant, le plus proche du groupe. En un instant, le monstre fondit sur lui, ses griffes prêtes à le lacérer. Sircante esquiva de justesse, ne recevant qu'une égratignure légère sur son armure de cuir. Mais la bête ne s'arrêta pas là. D'un mouvement foudroyant, elle changea de cible et bondit sur l'un des arbalétriers, qui, moins rapide que le commandant, fut fendu en deux, son visage réduit à une masse sanglante. Les 2 épéistes profitèrent du bref instant de distraction du monstre pour attaquer. Leurs lames tranchèrent la chair du lycanthrope, lui infligeant des blessures superficielles au niveau de la cuisse droite et de l'omoplate. Le premier des épéistes fut projeté d'un coup de patte fulgurant. Il s'écrasa 10 mètres plus loin, inconscient mais sans blessure mortelle. Le second, Rix, n'eut pas cette chance. Il s'effondra au sol, la gorge arrachée, tandis que son sang s'écoulait en torrent. La bête avait frappé une artère. Le loup-garou furieux cherchait une nouvelle victime, mais Sircante lui asséna un coup de hache, tranchant directement à l'articulation de l'épaule. La patte gauche de la bête devint inutilisable. Sentant la douleur, le monstre entra dans une rage encore plus grande et renversa un autre arbalétrier qui s'effondra, les yeux vitreux, mais non sans avoir eu le temps de tirer un carreau en pleine gueule de la créature.
Toutefois, son tir manqua de précision et ne fit qu'érafler l'oreille droite du monstre. Complètement fou de douleur, le loup-garou s'exposa à de nouveaux coups, mais dans un moment de lucidité brutale, il parvint à planter ses crocs dans Simion, le dernier épéiste encore debout. Se voyant seul face au loup-garou, Sirkante frappa de nouveau avec sa hache, tentant de porter un coup fatal, mais la bête était bien trop résistante. Rassemblant ses dernières forces, le loup-garou se jeta sur le guerrier qui n'eut d'autre choix que de placer son bras droit devant son visage pour se protéger. Les crocs transpercèrent en l'armure de cuir et laissèrent de profondes plaies sur son bras. Luttant contre la douleur et refusant de pousser le moindre cri, le commandant du groupe vaincu se débattait contre la bête. Pourtant, la souffrance était insupportable, et il lâcha sa hache, sentant déjà le poison du loup-garou se répandre dans ses veines. Finalement, Sirkante fut jeté à terre par le monstre. La gueule de la créature, au croc découvert, était prête à frapper, mais dans un dernier effort, Sirkante enfonça dans sa bouche la torche enflammée qu'il tenait encore dans sa main gauche. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase pour le loup-garou. Dans un accès de douleur, le monstre tenta de fuir, mais c'est à ce moment qu'il fut frappé par Hérissène, l'épéiste qui avait été assommé, mais n'était pas mort. Dans un geste brutal, il trancha les pattes arrière du loup-garou, le faisant s'effondrer au sol. Sirkante se releva et s'approcha de son ennemi vaincu, mais encore vivant. « C'est terminé, dit-il à la bête, qui gémissait faiblement sur le sol, avant de lever sa hache et de la faire retomber d'un coup net, décapitant le monstre. « Comment vas-tu, Sirkance » demanda Hérissène, le seul autre guerrier encore en vie. « Je suis encore debout » répondit Sirkante d'un ton sec, en regardant son bras ensanglanté avec une grimace de douleur. Il détacha ensuite son armure et déchira un morceau de sa chemise blanche pour enrouler son bras blessé, ajoutant « Contrairement à nos compagnons ». « Qui aurait pu prévoir cela » murmura l'épéiste, la voix empreinte de tristesse. « Personne ne pouvait le prévoir. Personne ne peut nous révéler ce que le destin nous réserve en de tels moments, » répondit Sirkante. « L'important, c'est que notre chasse au loup-garou est terminée. Nous devons retourner au village pour réclamer notre récompense promise, » déclara le commandant en soupirant. Mais après une courte pause, il ajouta « Hérissène, tu sais que le poison d'un loup-garou est puissant et que je n'ai que deux options. Soit je meurs avant l'aube, soit à la prochaine pleine lune, je deviendrai une créature comme celle-ci, à moins que le guérisseur ne puisse m'aider. »« Sirkante !»« Ne dis rien, avançons !» répondit Sirkante en ramassant d'abord sa hache, puis la tête du loup-garou. « Voici la preuve de notre chasse réussie. » N'allaient quelques heures plus tard, Sirkant et Hérissène arrivèrent à Chioli, le village qui les avait engagés pour tuer le loup-garou. D'abord, on refusa de les laisser entrer, mais lorsque Sirkante faillit coller la tête décapitée de la créature sous le nez des gardes, il n'y eut plus de question. On leur ouvrit immédiatement les portes, et l'un des gardes les escorta jusqu'à la maison du maire. Tout le monde s'agitait autour d'eux avec fébrilité, et pour cause, le loup-garou avait terrorisé la région entière. Ce n'était pas le seul village à avoir offert une récompense pour la tête de la bête, mais en tant que plus grand bourg de la région, Chioli avait pris la responsabilité de réunir l'argent des villages environnants pour le confier à Kaham, son chef. Ce dernier avait engagé la troupe de Sirkante, leur promettant 50 pièces d'or en échange de la mort du monstre. Sirkante avait répliqué que 50 pièces d'or pour une créature qui avait fauché tant de vies était une misère, et qu'à moins de tripler la somme, la tête du monstre risquait de ne pas tomber de sitôt. Le maire avait immédiatement accepté, sachant qu'il lui resterait encore un bénéfice. L'argent collecté par le Conseil des Anciens aurait suffi à payer 2 têtes de loup-garou. Mais pourquoi dépenser davantage si quelqu'un acceptait 150 pièces d'or ? Sirkante, lui, ignorait combien il aurait pu exiger, mais même s'il l'avait su, il n'aurait pas demandé plus. Il estimait la tête du monstre à 150 pièces, et c'était son prix final. Est-ce vrai ? Vous avez enfin débarrassé le monde de cette créature sanguinaire. Merci, brave guerrier. Votre renommée s'étendra à travers toute la région, furent les paroles d'accueil de Kaham. Merveilleux. Restez. Cette nuit et demain matin, nous organiserons une fête à laquelle tout le village participera. Vous pouvez célébrer sans nous. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un guérisseur, de notre récompense, de quelque chose à manger et d'un bain. Ensuite, un lit moelleux et rien de plus, rétorqua Sirkante en fixant le maire d'un regard insistant. Et une dernière chose, nous devons envoyer une charrette en forêt pour récupérer les corps de nos compagnons tombés au combat. Ils se trouvent en direction de l'Igra, à environ 1 heure d'ici. Tout ce que vous demanderez, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, déclara Kaham avec un sourire, jetant un regard furtif à la main bandée de Sirkante avant de s'éclipser. Quelques minutes plus tard, Sirkante et Hérissène furent conduits à la maison du guérisseur. C'était une bâtisse assez non spacieuse, à 2 étages. Le rez-de-chaussée comprenait 2 pièces. L'une regorgeait d'étagères chargées d'onguents, d'herbes médicinales
de potions, d'élixirs et de remèdes divers, tout ce qu'il fallait pour soigner les blessures et les maux. L'autre pièce était occupée par plusieurs lits destinés aux malades et aux blessés. Quant à l'étage supérieur, il servait de logement au guérisseur et peut-être à sa famille, s'il en avait une. S'asseyant sur l'un des lits, Sirkante le regarda fouiller dans une armoire avant de revenir vers lui. Le guérisseur défit le bandage du bras blessé, révélant 3 profondes entailles sombres. Il appliqua alors un élixir qui dissipa aussitôt le sang séché, ne laissant que ses blessures au bord noirâtre. Sirkante comprenait que tous ces soins étaient vains. Au mieux, ils lui permettraient de conserver sa forme humaine jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais au-delà, la transformation était inéluctable. Le guérisseur enduisit ensuite les plaies d'une substance gris-vert qui fit légèrement pâlir la noirceur et favorisa la cicatrisation. D'ici quelques heures, les blessures seront refermées et dans quelques jours, les marques noires auront disparu, annonça-t-il avant de traiter les blessures plus légères et de s'occuper d'Érisen. Sirkante brisa alors le silence. « Je vais me transformer, n'est-ce pas ? Dites-moi la vérité, guérisseur. J'ai besoin de savoir avec certitude. » Le guérisseur détourna d'abord les yeux, puis osa enfin croiser son regard. « Oui, la transformation est presque inévitable. Je suis navré. Nous n'avons pas encore trouvé de moyen de l'empêcher. » Mais il marqua une pause et ajouta d'une voix plus basse. « Cependant, Caham l'ignore. Il craint que cela puisse arriver à tout moment. Et il a décidé de vous éliminer cette nuit. »« Quoi ?» s'exclama Érisen incrédule. « Il est fou !» Sirkante, lui, resta calme, toujours maître de ses émotions. Mais sa curiosité l'emporta. « En nous révélant cela, vous ruinez les plans du bourgmestre. Pourquoi le faites-vous ? N'aurait-il pas été plus avantageux pour vous de rester de son côté ?» Le guérisseur eut un soupir amer. « Premièrement, ce que Caham s'apprête à faire est d'une lâcheté abjecte. Vous êtes des libérateurs. Peu auraient osé affronter ce lycanthrope. Il devrait vous être reconnaissant. Deuxièmement, en tant que guérisseur, il est de mon devoir de préserver la vie, non de me faire complice de meurtre. Et troisièmement, notre bourgmestre est un homme avide, arrogant et suffisant. Beaucoup ici pensent qu'il a déjà régné bien trop longtemps. »« Je vois, » répondit Sirkante. « Merci pour votre avertissement. À partir de maintenant, nous nous débrouillerons. » Une demi-heure plus tard, Sirkante et Érisen étaient dans le bain discutant de ce qu'ils venaient d'apprendre. Sirkante détestait cette situation, mais il n'y avait pas d'autre choix. Ils allaient devoir improviser. Des pensées sombres lui traversèrent l'esprit. Il peinait à croire qu'après avoir accompli un tel exploit pour protéger ce village, on les trahisse aussi brutalement. Mais au fond, était-ce si surprenant ? L'humanité était imprévisible. Elle savait se montrer vile et égoïste lorsque les circonstances s'y prêtaient. Tous n'étaient pas ainsi, certes, mais il y en avait trop. Sirkante méprisait ces gens qui ne vivaient que pour leur propre intérêt. Mais il n'avait pas de temps à perdre en réflexion. Ce dont il était sûr, c'est qu'ils allaient avoir besoin d'armes. Ils devraient se frayer un chemin par la force. Après leur bain, ils regagnèrent la chambre qu'on leur avait attribuée à l'auberge. On leur apporta un repas, mais Sirkante n'y toucha pas. Il avait perçu quelque chose d'anormal, de subtils effluves amers, du poison. On venait d'essayer de les assassiner. Voilà qui confirmait les dires du guérisseur. Mais éliminer 2 hommes de guerre aguerris à la survie et au combat n'était pas si simple. Il n'y avait plus à hésiter. Ils devaient pas quitter le village. Sirkante brisa la vitre de la fenêtre avec un tabouret. D'un bond, ils sautèrent dans le vide, amortissant leur chute sur le toit des écuries, situé juste en dessous. Rapidement, ils se laissèrent glisser au sol et coururent dans les rues plongées dans l'obscurité. Avec un peu de chance, ils atteindraient les portes avant que tout le village ne soit alerté. Jusque-là, ils ne rencontrèrent en personne. La nuit leur offrait un précieux répit. Mais à l'approche des remparts, la garde apparut. 2 sentinelles armées de lances leur barrèrent la route tandis que les archers sur les tours s'agitaient eux-mêmes. L'un d'eux décocha une flèche, mais, aveuglé par l'obscurité, il manqua sa cible. Le premier des lanciers, qui tenta d'attaquer Sirkante, fut accueilli par la lame tranchante du guerrier. D'un mouvement rapide et précis, il esquiva la lance qui visait sa poitrine et enfonça son arme droit dans le cœur du sentinelle, traversant aisément son armure de cuir léger. Le second assaillant ne put échapper à son sort. Il s'effondra, la gorge tranchée, lorsque Érisen bloqua son attaque et, s'approchant d'un pas vif, lui sectionna la tête d'un coup net de son épée. Au même moment, 2 archères postées sur la tour décochèrent leurs flèches sur les guerriers. La première siffla dans l'air et passa à 30 cm d'Érisen, tandis que la seconde frôla l'épaule de Sirkante. Si elle avait volé sous un autre angle, elle aurait pu transpercer son armure. Sirkante attrapa une lance abandonnée et la projeta avec force vers l'un des archers. Un râle d'agonie retentit, suivi du bruit sourd d'un corps chutant de la tour. La cible était atteinte.
Le second archer ne tarda pas à subir le même sort lorsque Sirkante lança une autre lance avec une précision redoutable. Pendant ce temps, Érycène affrontait deux épéistes qui couraient droit vers leur mort. Leur habileté était bien inférieure à celle d'Érycène, qui profita immédiatement de leur manque de coordination. Lorsque l'un d'eux tenta une attaque frontale, Érycène le saisit par le poignet et, d'un geste brutal, lui disloqua la main. L'épée de l'assaillant tomba au sol, et Érycène le poussa violemment contre son propre compagnon, l'exposant à la lame de ce dernier. Profitant de la confusion, Érycène se faufila derrière l'épéiste, encore debout, et lui enfonça son arme sous l'omoplate gauche, visant directement le cœur. Mais leur fuite vers la liberté fut entravée par trois autres lanciers, cette fois équipés de boucliers. Ces adversaires représentaient un danger bien plus grand, et le combat devint plus intense. Usant de leurs lances avec dextérité, les gardes parvenaient à maintenir Sirkante et Érycène à distance, bloquant efficacement leurs assauts avec leurs boucliers. Le duel s'éternisait, bien que les guerriers restassent supérieurs. Saisissant une opportunité, Érycène abattit son épée de toutes ses forces sur le manche de l'une des lances, le brisant net. L'ennemi, pris au dépourvu, n'eut pas le temps de réagir. Sirkante bondit sur lui et lui asséna un coup fatal en pleine tête. Son casque de cuir ne put résister à la violence de l'impact, et son crâne fut fracassé. Avant même que le cadavre ne touche le sol, Érycène s'était déjà élancé sur le second adversaire. Il lui porta un coup de poing au visage pour le désorienter, puis lui entailla le torse. Mais un cri de douleur lui échappa soudain. La lance du troisième garde venait de s'enfoncer profondément dans sa cuisse droite. Serrant les dents, Érycène pivota sur lui-même et, d'un mouvement vif, décapita son assaillant. Sirkante se précipita à son secours, passant un bras sous ses épaules pour l'aider à se tenir debout. « Tiens bon, mon ami, tout ira bien, » lui assura-t-il. « Non, plus rien n'ira bien, » répondit Érycène d'une voix sombre. « Tu dois me laisser ici, où tu mourras avec moi. Jamais je n'abandonnerai un compagnon blessé, même si je dois mourir pour te protéger. » Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, un carreau d'arbalète se ficha dans la poitrine d'Érycène. Son corps se figea une fraction de seconde avant de s'effondrer lourdement au sol. Sirkante sentit un froid glacial l'envahir. En se tournant vers le tireur, il n'eut que le temps de se baisser pour éviter un second trait qui aurait pu lui transpercer le crâne. Il savait que continuer à se battre était futile. Déjà, 4 autres soldats armés d'épées accoururent vers lui, suivis de plusieurs arbalétriers. Une rage sourde monta en lui. Il n'aurait même pas l'occasion de venger son ami. Une fureur incontrôlable s'empara de son esprit. Il attrapa une lance au sol et la lança de toutes ses forces vers le tireur embusqué. Le projectile atteignit sa cible en pleine poitrine, perçant son cœur sans hésitation. S'il y avait une chose que Sirkante maîtrisait à la perfection, c'était l'art de lancer des lances. Sans perdre un instant, il se mit à courir. Il devait survivre, il devait fuir ce maudit village. Mais tandis qu'il s'enfonçait dans la nuit, une idée obsédante se cristallisait dans son esprit. Il savait que bientôt la transformation s'emparerait de lui. Il savait que son humanité disparaîtrait à jamais. Mais ce destin, il était prêt à l'accepter, pourvu qu'il puisse accomplir une seule chose avant de perdre son âme, sa vengeance. Kaham devait mourir. Il était le véritable responsable de la mort d'Érycène, de celle de leurs camarades tombés au combat. Les jours qui suivirent furent un long calvaire. Sirkante erra dans la forêt, luttant contre l'agonie qui lui rongeait le corps et l'esprit. Mais il savait que le pire restait à venir. Quand la pleine lune atteindrait son zénith, il perdrait tout contrôle. Étendu sous un arbre, il serrait les poings à s'en faire saigner les paumes. La douleur était insupportable. Chaque muscle de son être brûlait sous l'influence du mal qui s'éveillait en lui. Mais il s'accrochait à une seule pensée. Kaham allait payer. S'il devait devenir un monstre, alors il serait un monstre dévoué à sa vengeance. Minuit sonna. La lune, pleine et imposante, domina le ciel. Un hurlement de souffrance s'échappa des lèvres de Sirkante alors que son corps se tordait sous des convulsions atroces. Il se débattit, griffa la terre, hurla à s'en briser la voix. Cela dura 5 longues minutes, puis le silence, et la transformation commença. Son ossature se déforma dans un craquement sinistre, son dos se courba, ses membres s'allongèrent. Une épaisse fourrure grise recouvrit sa peau, ses mains devinrent des griffes acérées, et son visage s'étira en un museau bestial. 3 minutes plus tard, l'homme avait disparu. Sous l'arbre brisé ne restait plus qu'une créature massive, une bête aux yeux flamboyants, au croc scintillant sous la lumière spectrale de la lune. Le loup-garou trembla un instant, ses muscles encore engourdis par la métamorphose. Il grogna, gémit faiblement, puis redressa lentement son immense carcasse. Un battement de cœur, un souffle rauque, un pas, puis il se mit à courir, en direction du village.
Une partie de la conscience de Sirkant restait ancrée dans le corps du lycanthrope, contrôlant la bête. Il savait exactement ce qu'il faisait, et sa soif de vengeance ne faisait que croître, s'entremêlant avec la faim qui l'envahissait. Autrefois, il chassait les lycanthropes, mais désormais, après avoir adopté leur forme, il comprenait à quel point ils étaient de redoutables prédateurs. Et ce soir, sa proie était déjà toute désignée. Le village dormait paisiblement, seuls les gardes aux portes restaient éveillés. Depuis la lisière de la forêt, une ombre grise fondait silencieusement vers l'enceinte. Un étrange pressentiment s'empara des sentinelles, mais elles n'eurent pas le temps de réagir. D'un coup de griffe fulgurant, la bête éventra la gorge du premier garde, puis fit subir le même sort au second. Ensuite, sans même ralentir, elle bondit en avant, ignorant les flèches qui fusèrent vers elle. L'une d'elles se ficha sous son omoplate, mais la douleur était à peine perceptible, comme une simple éraflure. Cette sensation plaisait à Sirkant. Sans se soucier des guerriers qui tentèrent de lui barrer la route, le lycanthrope poursuivit sa course effrénée vers le centre du village. L'odeur du traître emplissait l'air, et il n'avait qu'un seul objectif, la demeure du bourgmestre. Alors qu'il approchait, plusieurs gardes armés lui firent tâche-face. Mais sans hésiter, il les réduisit en lambeaux, certains succombant à ses crocs, d'autres déchiquetés par ses griffes. La porte de la maison céda sous la force inhumaine de la créature et s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant. À l'intérieur, le parfum de sa victime lui sembla plus distinct que jamais. Il ne restait plus qu'à rendre justice. Il ne pourrait peut-être pas prolonger la souffrance de Caham autant qu'il l'aurait souhaité, mais il veillerait à ce que sa mort soit la plus douloureuse possible. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'expression de Caham fut un véritable délice pour Sirkant, une terreur absolue, pure et viscérale. Il savait qu'il ne pouvait plus échapper à son sort. Il comprenait que son existence arrivait à son terme. Il sentit le poids de sa propre trahison s'abattre sur lui comme une sentence irrévocable. Les griffes du monstre s'enfoncèrent dans la jambe droite du bourgmestre, et un hurlement de douleur perça le silence de la pièce. La chair se déchirait sous la pression implacable de la bête. Mais le pire vint lorsque, sans retirer ses griffes, le lycanthrope commença à lacérer la chair de l'intérieur méthodiquement. En quelques instants, la jambe droite de Caham ne fut plus qu'une masse informe de tissus déchirés, de muscles en lambeaux et d'os mis à nu. Le malheureux priait pour mourir au plus vite, espérant que la faim abrège son supplice. Puis les crocs du monstre se refermèrent sur son bras, et dans un sinistre craquement, l'os céda. Le membre fut arraché d'un seul coup. La perte de sang fut telle que Caham perdit conscience. Sirkant le contempla un instant. Le moment était venu de mettre un terme à cette agonie. Il plongea alors ses griffes dans la poitrine du traître, lacérant la chair jusqu'à atteindre son cœur. Dans un geste brutal, il l'extirpa et le porta à sa gueule, savourant chaque instant de cette vengeance tant attendue. Un hurlement de triomphe s'éleva dans la nuit, résonnant dans tout le village. La bête se lécha les babines, enivrée par la victoire. Mais au fond de son âme corrompue, un doute fugace naquit. Que lui restait-il désormais? La seule issue était la mort. Cette pensée effleura son esprit, puis s'évapora, remplacée par des idées plus immédiates, comme le plaisir de sa prochaine proie. Les crocs du lycanthrope s'enfoncèrent de nouveau dans la carcasse mutilée de Caham. Il arracha un large morceau de chair et l'engloutit, sans même prendre la peine de le mâcher. Une fine traînée de sang glissa sur ses babines. Mais alors qu'il s'apprêtait à replonger ses crocs dans le cadavre encore tiède, un bruit de pas précipité attira son attention. Il se retourna et vit un groupe de soldats armés qui avancèrent vers lui, prêts à tout pour le terrasser. Sirkant les observa un instant, amusé par leur bravoure inutile. Ces hommes venaient de signer leur arrêt de mort. Autrefois, il aurait fait partie de leur rang. Autrefois, il aurait combattu avec eux pour défendre le village. Mais cette nuit, c'était lui la créature de cauchemar qu'il redoutait tant. Les soldats formèrent une ligne, épée dégainée, bouclier levé, tentant d'instaurer un semblant de défense. Mais ils affrontèrent désormais un être qui surpassait de loin leurs capacités humaines. Sirkant n'était plus un simple guerrier. Il était devenu une bête assoiffée de sang, une force incontrôlable. Dans un grondement sauvage qui fit trembler les murs du village, le lycanthrope se jeta sur eux. L'un d'eux tenta de l'attaquer avec son épée, mais la créature était si rapide qu'elle le renversa avant même qu'il ne puisse bouger le bras. D'un seul coup, le lycanthrope lui arracha la gorge et le sang du soldat éclaboussa ses compagnons. La panique s'empara du reste du groupe, mais ils s'efforcèrent de rester en place. Pourtant, Sirkant avait déjà pris sa décision. Cette nuit, personne ne survivrait dans le village de Chioli. Le second soldat eut à peine le temps de lever son épée avant que la bête ne plonge ses griffes dans son ventre, déchirant sa chair et laissant ses entrailles se répandre sur le sol. L'horreur était gravée sur le visage du troisième guerrier, mais il savait qu'il n'avait nulle part où fuir. Sirkant se jeta sur lui et d'un coup d'une puissance inhumaine écrasa son corps contre la terre. Les os craquèrent sous l'impact, brisés instantanément sous la force du monstre.
Le dernier soldat, tremblant de terreur, tenta de s'enfuir. Mais Sirkante le rattrapa avec une facilité déconcertante. Dans un ultime rugissement triomphant, il enfonça ses griffes dans sa poitrine et arracha son cœur dans un geste brutal. Les cadavres des soldats gisaient à ses pieds. Lentement, Sirkante leva la tête vers la lune pleine et laissa échapper un long hurlement profond et résonnant qui emplit la nuit et vibra à travers toute l'étendue du village. Ce cri n'était pas seulement la proclamation de sa victoire sur Kaam et ses hommes, c'était le hurlement d'une bête qui avait définitivement renoncé à son humanité. Son pelage gris était trempé de sang, et dans son regard ne brillait plus la lueur d'un guerrier en quête de justice. À présent, ce n'était plus que celle d'un prédateur, d'un chasseur d'hommes, d'une créature qui ne trouverait le repos que lorsque tous ceux qui l'avaient trahi auraient péri. Sirkante, ou du moins ce qu'il en restait, jeta un dernier regard au reste déchiqueté de Kaam et de ses soldats, puis se détourna et s'enfonça dans l'obscurité de la forêt.